Bienvenue dans Histoire d'Histoire. Aujourd'hui, je vais te parler de l'opération Overlord. Overlord est le nom de code qui fut donné à l'opération qui avait pour but d'ouvrir un second front en Europe afin de soulager les Russes et d'accélérer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Encore aujourd'hui, l'opération Overlord est une des plus complexes jamais réalisées, de par son ampleur et tous les paramètres à prendre en compte pour son succès. Je vais donc te parler de l'organisation de l'opération et de son déroulement jusqu'à 24 heures après le débarquement. Pour préparer une opération d'une telle ampleur, il fallait une organisation quasiment parfaite, qui a nécessité plus de 2 ans de travail de la part des Alliés. Il fallait également réussir à garder le plus longtemps possible l'opération et ses objectifs secrets. L'espionnage était déjà très présent à l'époque, mais les Alliés avaient déchiffré les codes secrets allemands, notamment grâce à Alan Turing qui avait craqué la machine Enigma. La machine Enigma permettait aux Allemands de crypter leur communication. Le fait de l'avoir craqué donnait donc aux Alliés un avantage considérable. Pour synchroniser toutes les forces en présence, il fallait un commandement commun à toutes les armées. Ce fut donc la charge du général Eisenhower, Ike, comme les GIs aimaient l'appeler. Le général Eisenhower avait des qualités de diplomate qui furent essentielles pour le succès du débarquement. Ce n'était pas forcément le plus expérimenté des généraux de l'époque, mais ses qualités furent reconnues par tous, et c'est pour ça qu'il fut nommé en charge du commandement de l'opération. Il avait donc sous son commandement plus de 150 000 hommes le jour J, des Anglais, des Canadiens, des Américains, des Polonais, des Tchèques, des Hollandais et une poignée de Français rattachés aux troupes anglaises. L'objectif de l'opération était donc de débarquer en Normandie. La Normandie fut choisie pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était une zone moins défendue que le Nord-Pas-de-Calais. Par exemple, en effet, Hitler et les généraux allemands, notamment le général Rommel, étaient bien conscients du risque imminent d'un débarquement allié sur les côtes françaises. Pour contrer cette attaque à venir, Hitler mit en place le mur de l'Atlantique, qui s'étend du nord de la France et de la Belgique jusqu'au Pays Basque. Mais en réalité, le mur était plus un collier de perles qu'un mur de béton tout du long. Certaines zones, comme la façade atlantique, étaient bien moins fortifiées que les ports ou le Nord-Pas-de-Calais par exemple. Les Allemands ont logiquement mis le paquet sur la défense des points les plus stratégiques. Pour revenir à la Normandie, bien que moins fortifiée que le Nord-Pas-de-Calais, elle était quand même bien défendue. Mais grâce au travail de la résistance et de l'aviation alliée, les Alliés avaient une idée précise des positions et des principaux dangers pour le succès de l'opération. Le débarquement aurait donc lieu de 2 manières. Les premières troupes seraient aéroportées. La 82e et la 101e compagnie aéroportée américaine avaient pour objectif de sécuriser la tête de pont sur le flanc ouest du débarquement, et notamment de prendre le contrôle de la route qui vient de Cherbourg, route par laquelle d'éventuels renforts allemands pourraient arriver le jour J. Les 2 compagnies américaines opéraient sous le nom d'opération Neptune, opération qui fera l'objet d'un épisode spécifique, car il y a pas mal de choses à dire sur cette opération. De l'autre côté du front, des troupes d'élite britanniques seraient larguées par planeurs, notamment pour sécuriser le pont de Bénouville et sécuriser les différentes voies d'accès à l'est du débarquement. Ces troupes aéroportées ont joué un rôle primordial dans le succès de l'opération. En plus de neutraliser des objectifs stratégiques, cela a permis aux Alliés d'avoir des têtes de pont déjà établies, sous contrôle, une fois les troupes débarquées sur les plages. Les Alliés avaient déjà expérimenté par le passé quelques essais de parachutage et d'opérations aéroportées, notamment en Italie, mais jamais à cette échelle. C'était donc un gros point d'incertitude, bien qu'il était essentiel au succès de l'opération. Parlons des plages maintenant. Les Alliés ont décidé de débarquer sur 5 plages, qui représentent un front de plus de 80 km. 2 américaines, Utah et Omaha Beach à l'ouest, puis 2 anglaises, Gold et Sword, plage sur laquelle les Français sous l'ordre du commandant Kiefer débarqueront, et une plage anglo-canadienne, Juno. Autre point de débarquement qui n'est pas vraiment une plage mais qui fut tout aussi important, c'est la Pointe du Hoc. Située entre Utah et Omaha, la Pointe du Hoc était selon les renseignements alliés composée d'une importante batterie d'artillerie qui avait une vue imprenable sur Utah Beach et qui aurait pu compromettre le débarquement des Américains sur cette plage. Ce fut donc à la charge du 2e bataillon de Rangers américains d'escalader la Pointe du Hoc et de prendre la position pour permettre un débarquement sécurisé sur Utah Beach. Pour te permettre de te rendre compte de l'ampleur de l'opération, voici quelques chiffres. 150 000 hommes participent à l'opération le jour J, en plus de 20 000 véhicules, accompagnés de 15 000 navires du croiseur à la péniche de débarquement. Afin de gagner le plus de temps possible, les Alliés ont mis en place une énorme campagne de désinformation. Ils l'ont appelée Opération Fortitude. Cette opération fera l'objet d'un podcast entier, mais en gros, ce que tu dois savoir, c'est que l'opération avait pour objectif de conforter les Allemands dans l'idée que les Alliés allaient bel et bien débarquer dans le Nord-Pas-de-Calais et que l'opération qui aurait lieu en Normandie n'était qu'une diversion.
La préparation de l'opération Overlord a duré des mois pendant lesquels les hommes qui allaient participer à cet événement historique s'étaient entraînés encore et encore, sans savoir quand le jour J arriverait. Pour lancer la machine, il y a un point que Eisenhower et les Alliés ne maîtrisaient pas et qui pouvait causer à lui tout seul l'échec de l'opération. Ce point, c'était la météo. Au vu des marées de la pleine lune, point important pour les parachutistes, le débarquement était programmé pour début juin 1944. En effet, il fallait une combinaison assez subtile entre une lune tardive pour permettre aux paras d'agir avec discrétion dans l'obscurité et une marée à mi-hauteur pour que les hommes qui débarquent ne débarquent pas trop loin ou trop près au risque de s'empaler sur les différentes défenses érigées par les Allemands sur les plages. Au début, le débarquement devait avoir lieu le 5 juin 1944, mais en raison d'une tempête au-dessus de la Manche, le débarquement a été programmé pour le 6 juin 1944. Pendant cette période d'incertitude et ces quelques jours de flottement, des milliers d'hommes étaient entassés sur des bateaux et n'attendaient plus qu'une chose, c'était de bouger et de rentrer dans l'action. Dans la nuit du 5 au 6 juin, les Alliés n'étaient pas seuls, ils pouvaient compter sur l'aide de la résistance française, résistance qui, dans la nuit, entendit ce message devenu célèbre. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ce message voulait dire que le débarquement allait avoir lieu. La résistance avait pour mission de détruire les réseaux de communication allemands afin de ralentir au maximum l'arrivée des renforts. Ils firent donc sauter de nombreux ponts et voies ferrées ce jour-là. Pendant que la résistance a commencé à entrer en action, de l'autre côté de la Manche, c'est donc 15 500 parachutistes américains qui montent à bord des C-47 qui vont les parachuter sur la Normandie, ainsi que 7 900 Anglais qui embarquent dans les planeurs. Après avoir volé au-dessus de la Manche, les premières troupes alliées à toucher le sol furent les soldats du commando anglais de la 6e division aéroportée sous l'ordre de John Howard. Leur objectif était le pont de Bénouville, pont aujourd'hui connu sous le nom de Pegasus Bridge, Pégase étant l'emblème de la fameuse division aéroportée. Après de violents combats, ils réussirent à prendre possession du pont et libérèrent le premier village français. Ça y est, la machine était lancée. Au matin du 6 juin, la situation n'était pas forcément gagnée. Tout d'abord, du côté des parachutistes US, ils ont subi de plein fouet les défenses anti-aériennes allemandes. Les largages n'ont pas été aussi précis qu'espéré, et certains, comme les malheureux qui atterrirent à Sainte-Mère-l'Église, l'ont payé cher, très cher. Ils ont atterri en plein milieu du village et se firent tirer dessus comme des pigeons par les soldats allemands présents sur place. Ce fut un véritable massacre. Dans la matinée du 6 juin 1944, c'est un déluge de feu qui s'abattit sur les côtes françaises du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à la Normandie. Les bombardiers alliés et les navires de guerre firent pleuvoir l'enfer sur les défenses allemandes. Une fois le bombardement terminé, les barges de débarquement ont commencé à entrer en action. Le déroulement, tel que prévu par les Alliés, devait se passer ainsi. Les premiers à débarquer devaient être les tanks et les soldats du génie, afin de dégager les plages, des obstacles et de protéger l'infanterie qui allait arriver dans un second temps. Pour ça, les Alliés, là encore, avaient repoussé les limites de l'ingéniosité. Ils avaient muni des tanks de jupes qui les permettaient de flotter, dans une eau calme, en théorie en tout cas. De plus, ils avaient amélioré de nombreux tanks en fonction de leur mission. Par exemple, certains étaient équipés de fouets à l'avant des chars afin de faire exploser les mines sur les plages, ou encore d'autres pouvaient dérouler des tapis pour permettre aux hommes d'avancer plus facilement sur le sable. C'est à 6h30 que les premiers hommes posèrent leurs pieds sur les plages normandes. Sur les plages anglaises, le débarquement se déroula relativement bien, les défenses avaient bien été affaiblies et les tanks avaient réussi à débarquer, même si beaucoup finirent au fond de la Manche. Par contre, il y a une plage qui est devenue tristement célèbre, car sur cette plage, rien ne se passa comme prévu. Cette plage, c'est Omaha Beach, la seconde plage américaine. Tout d'abord, les défenses allemandes avaient subi peu de dégâts. Ensuite, les Allemands stationnés à Omaha étaient composés de vétérans, notamment du front russe, qui n'avaient pas du tout peur du combat, et qui ne comptaient pas lâcher si facilement. Mais surtout, les chars ont quasiment tous coulé dans la Manche, et les barges de débarquement ont débarqué certains hommes au mauvais endroit, dû à une brume et à la mauvaise visibilité ce matin-là. Le tout cumulé donna un massacre. 90% de la première vague d'assaut étaient perdus, morts ou blessés.
10 milliers d'hommes rampant pour survivre sur la plage, la désorganisation était totale. Toutes les unités, tous les grades étaient mélangés. Pendant cette matinée, qui pour ceux qui l'ont vécu dura une éternité, le commandement allié était très inquiet du déroulement de la bataille à Omaha Beach. Là où les autres plages avaient subi peu d'opposition, Omaha semblait imprenable, les hommes étant bloqués sur la plage. Mais grâce au courage des hommes présents, ils ont su se réorganiser pour avancer. Un des points qui bloquait notamment les Américains était un mur anti-char massif. Une fois que les troupes réussirent à se réorganiser, ils firent exploser le mur anti-char et ils avancèrent, enfin, à l'intérieur des terres. Pendant que les Américains étaient en danger à Omaha, d'autres Américains faisaient face à une énorme résistance. Ce sont les Rangers qui devaient prendre la pointe du Hawk. Déjà, il faut penser à la difficulté naturelle d'escalader une falaise en soi avec un équipement de soldats complet, mais avec des Allemands qui vous tirent dessus, c'était déjà bien plus complexe. Puis, une fois en haut, les combats furent longs et rudes. En plus, les Rangers se sont rendus compte que les canons qu'ils avaient pour mission de détruire n'étaient plus là. Ils avaient été remplacés par des troncs d'arbres pour leurrer l'aviation alliée. Les Rangers retrouvèrent les canons dans un champ caché non loin de la pointe du Hawk. Une fois les canons détruits, ils se replièrent sur la pointe et subirent pendant de longues heures de nombreuses contre-attaques allemandes. Là aussi, les pertes furent lourdes. Au même moment, les Français qui avaient débarqué sur Sword Beach faisaient face à une très forte résistance allemande à Ouistreham, village qui était juste à côté de la plage sur laquelle ils avaient débarqué. Les Allemands s'étaient installés dans le casino de la ville et l'avaient fortifié. Là aussi, les combats furent longs et difficiles, mais les Français finirent par venir à bout des Allemands et prirent le casino. Au soir du 6 juin, les Alliés avaient pris position en Normandie, mais les objectifs n'étaient globalement pas atteints. Dû au parachutage Jar-2, beaucoup de positions et de têtes de pont qui devaient être prises étaient certes prises, mais des fois dans des conditions très difficiles, et de grosses contre-attaques allemandes auraient pu remettre en danger ces positions. Une fois le débarquement terminé, la machine logistique alliée se mit en place. Ils ont construit des ports artificiels qui avaient pour but de décharger le plus facilement et le plus rapidement un maximum de matériel pour continuer la bataille et pousser vers les différents objectifs. Les pertes étaient très importantes des deux côtés. 4000 hommes sont morts, dont 3000 sur Omaha et 6000 blessés côté allié et 10 000 côté allemand. Malgré l'ampleur de ces chiffres, les pertes ne sont globalement pas aussi importantes que les estimations qu'avaient fait les Alliés, excepté pour Omaha Beach bien entendu. Cette opération est en tout point incroyable. Celles et ceux qui y ont participé savaient tous qu'ils vivaient un moment d'histoire avec un grand H, un moment dont malheureusement beaucoup ne reviendront pas. L'opération Overlord n'était que le début, elle déboucha ensuite sur la longue et difficile bataille de Normandie, avec la prise de Cherbourg, la bataille de Caen. Le succès de l'opération n'est pas lié à la chance ou au hasard, bien que comme dans chaque histoire, ils eurent un rôle à jouer. Eisenhower lui-même ne savait pas si ça allait fonctionner. Il avait d'ailleurs, avant que l'opération débute, écrit un communiqué dans lequel il prenait toute la responsabilité de l'échec, si échec il devait y avoir lieu. De plus, la réaction du commandement allemand mit du temps à venir. Hitler était en train de dormir pendant le débarquement et personne n'osa le réveiller ce jour-là. Lui seul pouvait par exemple ordonner aux divisions de Panzer de venir en renfort en Normandie, chose qui fit trop tardivement. Les Allemands sont en effet restés pendant très longtemps convaincus que l'opération en Normandie était bel et bien une diversion, comme quoi les différentes opérations de désinformation alliées avaient fonctionné. Encore aujourd'hui, cette opération a jamais marqué l'histoire, de par son ampleur, de par son histoire et de par son message, celui du monde libre qui se bat contre les dictats, l'oppression et la haine. J'espère que ce premier épisode d'Histoire d'Histoire t'a plu et que tu as appris des choses. Je t'invite à t'abonner via l'application que tu utilises pour écouter ou sur YouTube, bien évidemment. Tu peux partager le podcast à tes amis et surtout clique sur le lien dans la description et mets une note sur iTunes de 5 étoiles de préférence. Tu n'as à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément. À bientôt pour une nouvelle Histoire d'Histoire.